Aristotle 5. Bonjour. D'abord, je regrette le long délai qui nous sépare de notre dernière vidéo. Il était dû à quelques problèmes temporaires de santé. Notre sujet principal reste, hélas, encore la guerre d'Ukraine. Il semblerait d'abord que les choses aient entre-temps évolué dans une direction défavorable à l'Occident. La Russie est parvenue à accroître sa pénétration de l'Est du pays par une mise en œuvre plus concentrée de sa stratégie de destruction et d'invasion. Elle l'a accompagnée, comme toujours, de bombardements de terreur à plus longue distance, comme de la déportation et de la russification de la population survivante. Surtout, elle a clarifié et amplifié à l'extrême ses buts de guerre par des déclarations cristallines de Poutine et de son successeur putatif Medvedev. Il s'agit désormais de prolonger le mouvement de colonisation entrepris par Pierre le Grand. Aussi surprenant que soient pour nous ces propos mégalomaniaques et contraires à l'esprit du temps, ils ont bien été tenus ouvertement par les plus hautes autorités de la Fédération de Russie. Dans ces conditions, l'Ukraine, qui serait donc pilonnée sans relâche jusqu'à une capitulation qui la ferait disparaître comme État, n'a plus aucun autre choix que de résister jusqu'au bout. Elle y parvient jusqu'à présent avec courage. Si la ligne de front s'est déplacée chaque fois qu'il ne restait plus que des ruines à défendre, le front lui-même n'a jamais été enfoncé. La Russie y a perdu un nombre considérable de soldats, dont plus de 100 000 sont déjà hors combat. Et ce qui est beaucoup plus grave selon la façon de raisonner de ses dirigeants, elle a perdu une partie significative de ses armements. Or, s'ils sont encore importants, ils sont loin d'être inépuisables. Surtout, ils sont loin d'être renouvelables, s'agissant de matériel moderne qui ont besoin de composants électroniques que la Russie ne produit pas et qui sont placés sous embargo. Cette stratégie nous amène immédiatement à la stratégie américaine. Les États-Unis ont pris clairement le leadership avec la conviction d'avoir trouvé une stratégie victorieuse. Elle consiste à fournir à l'armée ukrainienne autant d'armes que nécessaire pour épuiser l'effort russe. Les armements ne sont pas un problème pour les États-Unis, ni du point de vue de la production, ni du point de vue des budgets qui sont déjà en place et pourraient de toute manière être augmentés de manière bipartisane. Le seul problème pour les États-Unis dans le domaine militaire sont les pertes de combattants. Ce problème de politique intérieure est suffisamment sérieux pour avoir entraîné aussi bien la défaite au Vietnam que l'utilisation malencontreuse de mercenaires, par exemple en Irak. Mais ce même problème disparaît quand les États-Unis peuvent s'allier à un pays disposant d'une importante population, totalement déterminée à combattre à condition d'être armée. C'est précisément le cas de la situation ukrainienne, une situation totalement inusitée pour les États-Unis. Une guerre d'attrition est donc engagée, destinée à permettre à l'Ukraine de tenir au mieux au lieu de disparaître, d'épuiser avec le temps l'effort de guerre russe et, dès que possible, déclencher des contre-offensives. Cette stratégie implique deux autres considérations: le traitement de la menace nucléaire et les sanctions. Il a été décidé d'ignorer non pas la dissuasion, qui reste entière et interdit toute action contre le territoire russe reconnu, mais d'ignorer les gesticulations russes qui ont lieu depuis le début. Le raisonnement est le suivant. Si nous acceptions de tenir compte des gesticulations et des menaces, il faut céder à toutes les exigences de Poutine, les unes après les autres. Et il fallait même le faire depuis le début, quand Poutine a menacé de représailles nucléaires dans le cas de la moindre intervention occidentale en Ukraine. Si cependant on ignore les gesticulations, on en revient au principe pur de la dissuasion. On ne précise même pas ce que l'on ferait en cas d'attaque nucléaire tactique russe contre l'Ukraine, en se réservant d'y répondre ou non par des moyens classiques comme un contrôle massif de l'espace aérien ukrainien. Ce raisonnement paraît avoir une faille importante. Que se passe-t-il si Poutine est fou et choisit l'apocalypse? C'est cette idée qui a conduit certains en Europe
à l'idée qu'il ne faut jamais l'humilier, ce qu'il faut dire ne veut dire jamais lui infliger de défaite. Mais alors, à nouveau, il fallait lui céder dès le début, et lui céder toujours et encore, sans fin, sur toute nouvelle réclamation territoriale qu'il ferait, et ne manquerait d'ailleurs pas de faire. En sorte que la stratégie adoptée par les États-Unis est logique et adaptée au principe de la dissuasion nucléaire, principes qui n'ont jamais prémuni quiconque contre la folie d'un dirigeant. Le dernier aspect de cette stratégie d'attrition est de l'accélérer par des sanctions diplomatiques et économiques destinées à isoler la Russie, ce qui n'est certes pas le but recherché par la Russie, et de l'empêcher de soutenir son effort militaire trop longtemps. Les sanctions, qui représentent un succès diplomatique important, ne présentent en réalité aucun inconvénient économique majeur pour les États-Unis, qui ont au contraire accru leurs exportations d'hydrocarbures et sont en passe d'accroître aussi leurs exportations agricoles. L'inflation subie est pour la plus grande part liée à d'autres facteurs. 1. L'interruption par le Covid des voies de commerce avec la Chine qui accroît le coût des transports et des produits de consommation de masse. 2. L'accroissement massif de la masse monétaire dans le cadre des plans Covid. Et 3. Le rééquilibrage en cours entre le capital et le travail, rééquilibrage qui est à son tour multifactoriel. Si bien que la question des sanctions est reportée surtout sur l'Europe, qui paye le prix de la dépendance militaire qu'elle avait acceptée pour des raisons budgétaires, et de la dépendance de l'Allemagne surtout, mais aussi de l'Italie et des pays de l'Est européen à l'égard du gaz russe. L'effort demandé n'est pas militaire, ou il ne l'est que marginalement. Il est énergétique, et ce au moment même où l'Europe a fini par prendre conscience de la nécessité pour elle d'une transition énergétique pour des motifs environnementaux. Si bien que les sanctions sont bénéfiques pour l'Europe à moyen et long terme, mais douloureuses à court terme, ce qui aurait été le cas de toute sérieuse transition énergétique. La difficulté réelle est à court terme, car les approvisionnements de gaz, à la différence du pétrole, ne sont pas facilement substituables. Mais cet effort ne peut pas être évité, sauf à accroître les risques de sécurité en Europe et retarder encore la transition. Or, ces transitions sont efficaces, car la Russie se voit privée de ses ressources gazières, sachant qu'il lui est techniquement impossible de déplacer à court terme ses gazoducs vers d'autres clients. Elle prive largement la Russie d'accès aux technologies qui lui sont indispensables et la prive aussi de son accès normal au marché financier. Mais ce que les sanctions ne font pas et ne sont pas destinées à faire est de fermer les exportations russes des autres matières premières qui s'écoulent sur le marché international, notamment via l'Inde. Or, ces matières premières sont nécessaires au monde, sans pour autant suffire à permettre à la Russie de retrouver un équilibre budgétaire, surtout en contexte de guerre intensive. La stratégie adoptée, quoi qu'on en dise, est donc logique et bien orientée. Je vous dis à bientôt pour en reparler, mais dans les contextes des autres crises que traverse le monde et que nous ne pouvons pas négliger.